Le souffle court du juge de siège résonne soudain dans le silence feutré de la salle d'audience. Un bruit étrangement humain qui brise la solennité de la cour d'assises. Le décor, fait de boiseries sombres et d'un éclairage tamisé, semble se rétrécir, devenir oppressant. Le juge, la soixantaine, un homme à la droiture implacable et aux tempes grises, lâche sa plume et se tient le front, les traits tirés par une douleur sourde et inconnue. Ses mouvements brusques et désordonnés, si inhabituels pour cet homme de loi, font sursauter l'huissier qui se lève précipitamment, bousculant sa chaise dans un grincement aigu qui fige l'assemblée. Une peur indicible monte et se propage, invisible, du prétoire à l'assistance. La scène, qui devrait être un modèle d'ordre et de rigueur, bascule en quelques secondes dans un chaos muet, un ballet d'impuissance où les regards se croisent, paniqués, sans trouver de solution. Le murmure d'une avocate se perd dans l'air, un vague mot d'inquiétude qui n'a pas le temps de prendre forme. L'assistance se lève en masse, chacun se hissant sur la pointe des pieds, poussant des exclamations étouffées, ne sachant comment agir. L'ordre établi est rompu, et les codes de conduite disparaissent, laissant place à une anxiété collective. Un homme, un témoin, s'avance vers le juge, mais recule aussitôt, incertain, effrayé par la gravité de l'instant. Les regards se tournent vers l'huissier, vers le greffier, ces garants de l'autorité, qui semblent eux aussi désemparés. Le juge s'écroule lourdement. Sa robe noire s'étale sur les marches du prétoire, comme une blessure ouverte sur le sol. Le choc du corps contre le bois sec, sourd et définitif, fait taire les quelques murmures qui persistaient encore. C'est un effondrement, une chute en public, qui signe l'arrêt de mort d'une certaine idée de la maîtrise, de la force et de la justice. La panique devient palpable. Un parfum de détresse monte de la foule, écrasant le silence qui avait tant bien que mal tenu jusque-là. Les tentatives d'intervention maladroites se succèdent. Un jeune avocat, le visage blême, pose une main hésitante sur l'épaule de l'homme à terre, mais il la retire presque aussitôt, comme si le simple contact était interdit, profane. L'huissier, la figure crispée, crie d'une voix rauque un appel à l'aide, cherchant le regard d'un collègue, d'un garde, de n'importe qui capable de prendre les choses en main. C'est l'image même de l'impuissance qui se déploie sous les yeux de tous, la démonstration que, malgré les règles, les lois et les procédures, la vie réelle, la fragilité de la chair, a toujours le dernier mot. Les visages s'allongent, marqués par la peur, et les regards se détournent, comme si le spectacle du corps inerte était insoutenable, indécent. Le bruit de la respiration saccadée de l'homme, un râle faible et irrégulier, remplit à nouveau l'espace, rappelant à tous qu'il y a encore une vie à sauver, mais qu'ils ne savent pas comment. Au milieu de cette confusion, un enfant reste immobile. Il s'appelle Raphaël, et il est assis sur les bancs de l'assistance, un peu à l'écart, à la place qu'on lui a assignée, là où il dérange le moins. Tandis que l'agitation monte, que les corps se déplacent, il ne bouge pas. Sa présence, si calme, si différente de l'effervescence environnante, est une étrangeté. Il observe la scène, non avec panique, mais avec une concentration qui confine à l'analyse. Ses yeux d'un bleu profond ne clignent pas, absorbant chaque détail du spectacle, chaque geste inutile, chaque expression d'incompréhension sur les visages des adultes. On le voit, sans le voir réellement, comme un élément de décor oublié. Un murmure s'échappe de la bouche d'une femme, désignant du regard l'enfant, une simple phrase qui exprime tout le préjugé latent. Il ne comprend rien, il est ailleurs. L'injustice de la scène s'installe, perçue par le spectateur mais invisible pour la majorité des personnages. L'enfant, qui vit ce moment avec une intensité propre, est immédiatement relégué au rang de simple témoin inerte, dénué de toute compréhension, un corps présent dont l'esprit serait absent. Il est là, il voit, il entend, mais son silence est interprété comme de l'indifférence, son immobilité comme de la faiblesse. Ce jugement rapide et définitif, balancé sans même y penser par une adulte apeurée, est le cœur même du drame qui se joue. Alors que la vie d'un homme est en jeu, l'assistance ne peut voir au-delà de ses propres conventions, de ses propres peurs, de ses propres préjugés. L'enfant est l'invisible qui voit tout, le spectateur qui, seul, est capable d'une véritable analyse. Le public ne le sait pas encore, mais c'est lui qui, par son immobilité, par son silence, détient la clé de l'énigme. Le chaos se renforce,
Les voix se font plus fortes, plus désespérées. L'huissier finalement s'agenouille aux côtés du juge, tâtonnant, cherchant un pouls qu'il ne trouve pas. Il demande à quelqu'un d'appeler les secours, d'une voix qui tremble, trop forte pour un lieu si solennel. C'est un cri de détresse, un appel à l'aide qui résonne dans la salle, écrasant ce qu'il reste de dignité. Les gestes sont désorganisés, le corps du juge est retourné maladroitement, sa tête heurtant le sol. Il y a un manque de coordination, un manque d'expertise, une désorganisation totale, qui montre à quel point l'autorité et le pouvoir sont impuissants face à la fragilité du corps humain. Le chaos est total, et il ne semble y avoir aucune issue. La salle d'audience, ce lieu de la loi et de l'ordre, est devenu un lieu de désordre et de confusion. C'est dans ce moment de panique absolue que le regard de Raphaël, perçant et concentré, semble détenir une certitude que personne d'autre ne possède. Raphaël est un garçon de 12 ans au regard perçant. Il porte une chemise à carreaux usée, trop grande pour lui, dont les manches sont retroussées maladroitement, révélant des poignets fins et pâles. Son jean, sombre et délavé, a été rapiécé au niveau d'un genou par un bout de tissu qui jure avec l'ensemble, témoin d'une réparation faite à la hâte. Sa silhouette est menue, presque effacée, et ses cheveux châtains coupés courts encadrent un visage qui semble ne jamais trahir la moindre émotion. L'absence de sourire, la mâchoire légèrement serrée et cette façon singulière de tordre et de détordre un des boutons de sa chemise révèlent un monde intérieur en perpétuelle effervescence, un système de rituels et de tics qui lui permet de naviguer dans un monde qu'il ne comprend pas toujours. Son visage, bien que jeune, arbore déjà une gravité qui n'est pas de son âge, une lassitude muette face à l'incompréhension. Dans le chaos qui entoure le juge, Raphaël, lui, est immobile. Il perçoit l'agitation des adultes non pas comme une panique, mais comme une dissonance assourdissante, une mélodie de gestes faux, de mouvements brusques et de sons irritants. Les voix des gens sont comme des ondes sonores qui le frappent directement, un concert de cacophonie et de peur qui le submerge. Il observe les expressions sur les visages, non pas pour en comprendre l'émotion, mais pour y déceler des motifs, des schémas qui se répètent, des logiques qu'il peut ensuite décortiquer. Il note la couleur du blême sur la peau de l'avocat, le tremblement de la main de l'huissier, la façon dont l'ombre s'allonge sur le front du juge. Chaque détail est une donnée qui est traitée avec une précision mathématique, une information qui est stockée et analysée dans l'urgence, dans l'espoir de trouver une logique à cet apparent désordre. Ses sens sont en alerte maximale. Le frottement du tissu de sa chemise contre sa peau est une sensation réconfortante qui le maintient ancré. Le bruit des chaises qui s'entrechoquent et des chaussures qui couinent sur le sol est une agression auditive qui lui donne envie de se boucher les oreilles. L'odeur du vieux bois ciré et de la sueur froide des gens se mêlent dans un mélange qui lui est insupportable, trop intense, trop vivant. Il perçoit le rythme cardiaque de l'homme à terre, non par ouïe, mais par l'infime vibration qu'il capte à travers le sol, un battement irrégulier qui semble se battre contre un ennemi invisible. C'est une perception du monde en 3 dimensions, mais aussi à travers le temps, le passé et l'avenir des choses qu'il perçoit dans l'instant même, une sorte de 6e sens qui le connecte à la réalité d'une manière que les autres ne pourraient même pas imaginer. Raphaël ne pense pas en phrases, mais en images, en diagrammes et en fragments d'informations. Il se remémore l'anatomie du corps humain qu'il a vu dans un documentaire sur YouTube, les manuels de secourisme que sa mère, infirmière, a laissé traîner, les gestes précis pour une réanimation cardio-pulmonaire. Ces images ne sont pas des souvenirs flous, mais des données précises, des schémas visuels qui s'assemblent dans sa tête, une banque de données en accès direct. Il se souvient du protocole exact, de la pression à appliquer, du rythme à suivre. Pour lui, le corps inerte du juge n'est pas un drame émotionnel, mais un problème technique à résoudre, un dysfonctionnement dans un système qu'il connaît et qu'il a déjà analysé. Son esprit est une machine à calculer qui travaille à toute vitesse, en silence, à l'abri des regards de ceux qui le jugent si inactif et si peu concerné. Il reste impassible, non par insensibilité, mais parce que l'émotion des autres est une distraction inutile, un bruit de fond qui l'empêche de se concentrer sur ce qui est important. Le monde extérieur est un chaos de signaux qui se brouillent, de codes sociaux qu'il ne maîtrise pas,
et de réactions qu'il ne comprend pas. Le juge, son visage livide et son corps inerte, est la seule chose qui le préoccupe réellement. Il a déjà analysé la situation, a déjà trouvé une solution, mais il est coincé par l'inertie de son corps, par sa peur d'agir, par la connaissance silencieuse que son action sera mal interprétée. Il sait ce qu'il faut faire, mais il attend, observant l'échec des adultes avec une patience qui n'a rien à voir avec de l'indifférence, mais plutôt avec la certitude que leur impuissance va les mener à l'échec. Le monde de Raphaël est un puzzle complexe, et il est toujours à la recherche de la bonne pièce. Les adultes voient un enfant distrait, un peu étrange, qui évite le regard et qui se balance doucement sur son siège. Ils n'entendent pas les moteurs de son cerveau qui tournent à plein régime, ne voient pas les schémas qui s'assemblent dans son esprit, ne comprennent pas que son apparente passivité est en fait une phase d'analyse profonde et intense. Il est là parmi eux, mais il vit dans une autre dimension, une dimension de l'ordre de la logique et de la précision. Sa présence silencieuse est une critique muette de l'incompétence des adultes, de leur incapacité à voir au-delà des apparences, de leur facilité à juger sans comprendre. C'est la force tranquille du génie ignoré, la certitude intérieure qui se confronte à l'ignorance collective, et il en souffre en silence. La salle d'audience est un microcosme de l'ordre social, un lieu où la rigidité des conventions et la hiérarchie sont gravées dans le bois sombre des estrades. Les figures d'autorité, le juge, l'avocat, l'huissier, sont les gardiens de ce temple, des êtres dont la fonction est de faire respecter les règles, d'incarner une justice qui semble bien loin de la vie de Raphaël. C'est un environnement froid et imposant où chaque geste, chaque mot est pesé et contrôlé. Cet espace, par sa nature même, est hostile à toute forme de spontanéité ou d'expression non conventionnelle. La présence de Raphaël, avec ses rituels silencieux et son regard ailleurs, est une dissonance qui n'est pas tolérée, une anomalie que les regards jugent, sans même s'en rendre compte, comme un manque de respect, une insouciance déplacée. Les adultes sont tellement absorbés par la gravité de la situation qu'ils ne voient l'enfant que comme un problème marginal, une perturbation qu'ils devront bientôt gérer. Dans le système scolaire de Raphaël, la situation est similaire. Il est un cas, une particularité qui dérange les codes de la norme. Ses enseignants, bien intentionnés mais débordés, le considèrent comme un élève qui a besoin d'un encadrement spécial, non pas pour ses dons, mais pour ses manques supposés. Il est souvent assis au fond de la classe, avec une fiche de présence qui est remplie de notes sur son manque de participation, son inattention ou sa difficulté à s'intégrer. On lui demande constamment de faire des efforts, de faire comme les autres, de se forcer à regarder dans les yeux et à parler plus fort. Sa logique singulière est perçue comme de la provocation, sa mémoire encyclopédique comme de la mémorisation sans compréhension. L'institution, figée dans ses protocoles, est incapable de lire au-delà des apparences et de percevoir la richesse de son monde intérieur. Sa famille, composée d'une mère célibataire qui se bat pour joindre les deux bouts, est un lieu d'amour, mais aussi de tensions silencieuses. Sa mère, infirmière en milieu rural, est exténuée. Elle aime son fils, mais elle ne le comprend pas toujours. Elle est confrontée quotidiennement au retour de l'école qui lui rappelle que Raphaël est différent et que cette différence est perçue comme un problème. Elle fait de son mieux, mais la pauvreté et la fatigue l'empêchent de se battre à chaque instant. Elle a fini par accepter dans une certaine mesure que son fils est ainsi une sorte de fatalité. Les figures d'autorité se retrouvent donc partout, à l'école comme à la maison, et elles portent toutes le même poids de la conformité, de la normalité à atteindre. Le père de Raphaël est absent depuis des années, un fantôme qui a laissé une blessure ouverte. Pour lui, l'intelligence était synonyme de réussite scolaire, de performance et de communication verbale facile. Il voyait chez son fils un manque de caractère, une incapacité à s'exprimer et à s'imposer qui le rendait anxieux. Cette anxiété a fini par le faire fuir, laissant la mère et le fils seuls. Raphaël a intériorisé cette absence et ce rejet, se convainquant que son silence, sa singularité, sont des faiblesses qui le rendent indésirable et incompris. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas correspondre au moule, est le fil rouge de son existence, et il s'exprime dans ses gestes, ses postures et son refus de regarder les gens en face, comme s'il était déjà préparé à l'échec.
Le quartier dans lequel il vit est modeste, des HLM aux façades grises. C'est un endroit où la débrouillardise est une vertu, où les enfants jouent au foot dans les rues et où l'on se parle avec des mots simples et directs. Raphaël, avec son monde intérieur si riche et complexe, est une énigme pour les autres enfants, qui le trouvent étrange et qui l'évitent. Il a tenté de se lier d'amitié, mais ses tentatives, maladroites et mal comprises, ont toujours été rejetées. Il n'a pas les codes, ne sait pas répondre aux questions qu'on lui pose, ne sait pas se fondre dans la masse. Les rires des autres enfants résonnent comme des couteaux dans son esprit, des bruits qui lui rappellent qu'il est seul, qu'il ne fait pas partie du groupe. Les figures d'autorité qui l'entourent, qu'elles soient enseignantes, parentales ou institutionnelles, sont des remparts, des miroirs déformants qui ne lui renvoient qu'une image de lui-même qui n'est pas la bonne. Il est un problème à résoudre, une difficulté à surmonter, un fardeau à porter. On ne le voit pas comme un potentiel, une richesse à découvrir, mais comme une charge qu'il faut gérer. C'est cette invisibilité qui le fait souffrir le plus. Il est là, il observe, il apprend, il absorbe, mais son existence est perçue comme un manque, une absence, une lacune. Le système est conçu pour exclure ceux qui ne rentrent pas dans les cases, pour étouffer les étincelles qui ne sont pas assez brillantes. Raphaël est une de ces étincelles, une lumière silencieuse dans un monde qui préfère le bruit. Raphaël avait toujours eu une fascination pour le corps humain. Ce n'était pas une curiosité morbide, mais une passion pour la mécanique complexe du vivant. À l'école, cette obsession se manifestait de manière inattendue. Lors d'un cours de SVT sur la circulation sanguine, le professeur, un homme un peu las et désabusé, avait fait une erreur en dessinant un schéma au tableau. Alors que tous les élèves étaient distraits, Raphaël avait levé la main. Sa voix, un simple murmure, avait corrigé la position d'une artère, citant le nom latin exact et la fonction précise du vaisseau en question, comme s'il lisait dans un livre ouvert. Le professeur, d'abord incrédule, avait vérifié dans son manuel pour se rendre compte avec une gêne évidente que l'enfant avait raison. Il avait balayé l'incident d'un revers de main, murmurant quelque chose sur un coup de chance et reprenant son cours, sans jamais reconnaître la profondeur de cette connaissance. Un autre signe, plus subtil, s'était manifesté lors des sorties scolaires. Alors que les autres enfants s'amusaient et couraient, Raphaël restait à l'écart, mais il observait. Il était capable de mémoriser les plaques d'immatriculation des voitures qu'il croisait, le nombre de marches des escaliers d'un musée ou la position exacte des fissures sur un mur. Il le faisait sans but, par simple besoin d'ordonner le monde, de le transformer en données claires et lisibles. Cette capacité à absorber et à retenir des informations insignifiantes pour les autres était perçue par ses camarades comme une bizarrerie, un signe qu'il était déconnecté, dans sa bulle. Ils riaient de lui, de sa passion pour les chiffres et les détails, ignorant que cette obsession était en fait la manifestation d'une intelligence hors du commun. Sa passion pour les premiers secours avait commencé à la maison, en observant sa mère, infirmière. Il se réfugiait dans sa chambre, où il passait des heures à regarder des vidéos de formation sur le secourisme, à mémoriser les gestes, les procédures, les protocoles. Il dessinait des schémas d'anatomie, des croquis de réanimation, annotant chaque muscle, chaque os, chaque technique. Un jour, sa mère l'avait surpris en train de faire un massage cardiaque sur son ours en peluche, en murmurant les étapes à suivre, en répétant le rythme et la pression à appliquer. D'abord émue, elle avait vite rationalisé, pensant que c'était le jeu d'un enfant solitaire. Elle avait souri, touchée par cette petite scène, sans jamais imaginer que ce n'était pas un jeu mais une véritable préparation, un apprentissage autodidacte et passionné. Un des signes les plus frappants de son talent était sa mémoire photographique. Il était capable de retenir des pages entières de manuels d'anatomie, de protocoles médicaux ou de traités scientifiques. Une fois, lors d'une discussion sur le système nerveux, il avait cité mot pour mot un paragraphe d'un ouvrage de médecine que sa mère avait chez elle. Elle avait été étonnée, mais avait mis cela sur le compte d'une bonne mémoire. Elle ne voyait pas le travail acharné, l'hyperfocalisation qui se cachait derrière cette capacité. Elle ne comprenait pas que son fils n'avait pas seulement mémorisé, mais qu'il avait surtout compris, qu'il avait relié chaque mot, chaque concept à une image, une idée, une fonction.
À l'école, les résultats de Raphaël étaient irréguliers, ses bulletins de notes reflétant son désintérêt pour les matières qui ne le passionnaient pas. Ses enseignants pensaient qu'il avait des lacunes, qu'il était inconstant et qu'il lui manquait de la méthode. Ils ne comprenaient pas que sa logique, sa façon de voir le monde, ne correspondait pas aux attentes de l'école. Il était incapable de faire un exposé sur un sujet qui ne le passionnait pas, mais il pouvait passer des heures à parler d'un sujet qui le captivait, comme la biologie ou la médecine. Cette dualité était perçue comme un manque de maturité, un caprice, et non comme le signe d'un fonctionnement cognitif différent, d'une intelligence qui refusait de se plier aux contraintes d'un système trop rigide. Le talent de Raphaël était donc ignoré ou minimisé, parce qu'il ne se manifestait pas de la manière attendue. Il ne s'exprimait pas par des grandes phrases, des poèmes ou des œuvres d'art, mais par un savoir précis, technique et une passion pour les détails. Il était un savant en devenir, mais personne ne le voyait. Les adultes, aveuglés par leur propre conception de l'intelligence, passaient à côté de ce génie silencieux. L'injustice de la situation est là, dans cette incapacité à voir la richesse qui se cache derrière le silence, l'immobilité et l'éthique. Le talent de Raphaël, si évident pour le spectateur, est un mystère pour les personnages de l'histoire, une énigme qu'ils ne cherchent même pas à résoudre, préférant s'en tenir aux apparences. L'isolement de Raphaël n'est pas un choix, mais une conséquence de son incapacité à se conformer. Son refuge, sa bulle, n'est pas un monde de rêve, mais un lieu de sécurité qu'il a construit pour se protéger d'un environnement hostile. Les autres enfants l'ont classé dans la catégorie des marginaux, de ceux qu'on ne comprend pas et avec qui on ne joue pas. Il est souvent seul dans la cour de récréation, assis sur un banc, regardant les fourmis ou étudiant les motifs des briques du mur. Cette solitude n'est pas une indifférence, mais une blessure profonde. Il observe les autres. Il aimerait faire partie du groupe, mais il ne sait pas comment. Il a essayé de s'intégrer, de faire les mêmes blagues, de parler des mêmes jeux vidéo. Mais il ne parvient pas à imiter la spontanéité des autres. Ses tentatives sont maladroites et sont toujours reçues avec des rires moqueurs qui le renvoient à sa différence. La douleur de l'isolement est une sensation physique pour Raphaël. C'est une lourdeur dans la poitrine, une boule dans la gorge qui le force à se taire, à s'effacer. Il a développé des rituels de protection, des petits gestes qui apaisent son anxiété. Il tord un coin de sa chemise, il compte les fissures sur le sol, il se balance doucement sur son siège, un mouvement de va-et-vient qui le berce et le calme. Ces rituels sont un bouclier contre l'agression sensorielle et émotionnelle du monde extérieur. Ils sont sa boussole intérieure, son point de repère quand il se sent perdu. Les autres enfants, et même les adultes, voient ces gestes comme des bizarreries, des signes de son retard, de son incapacité à être normal. Ils ne comprennent pas que c'est en fait sa manière de se réguler, de survivre dans un monde qui est trop fort pour lui. Le contraste entre son intelligence fulgurante et le rejet qu'il subit est d'autant plus cruel que sa compréhension des situations est bien plus fine que celle des autres. Il capte les non-dits, les émotions cachées derrière les masques, la fausseté de certaines interactions. Il comprend la méchanceté des enfants, non pas comme une attaque personnelle, mais comme une manifestation de leur propre insécurité. Cette lucidité rend son isolement encore plus difficile à supporter, car il a conscience du jeu social qui se joue autour de lui, mais il est incapable d'y participer. Il voit le monde avec une précision chirurgicale, mais il ne parvient pas à se l'approprier, à y trouver sa place. Il est un observateur parfait, mais un participant inexistant. Au tribunal, cet isolement est d'autant plus flagrant. Il est assis à l'écart, à la place que sa mère a choisie pour qu'il soit le moins visible possible. Il est là, un corps au milieu des autres, mais il est invisible. Les gens le bousculent sans faire attention, le regardent avec une sorte de pitié mêlée d'incompréhension. Les adultes qui s'affolent autour du juge ne le voient pas, ils ne voient qu'une masse indistincte d'enfants, de curieux, de gêneurs qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Sa présence, son calme, son attention sont perçus comme de l'indifférence ou un manque d'éducation. On le laisse de côté, on le relègue dans l'ombre, et il l'accepte, car c'est le rôle qu'on lui a toujours donné, celui du spectateur silencieux, du témoin inutile. Sa douleur est une douleur sourde, un poids sur son cœur qu'il ne peut pas exprimer avec des mots.
C'est la frustration de posséder une connaissance qu'il ne peut pas partager, une intelligence qu'il ne peut pas montrer. C'est le sentiment d'être enfermé dans son propre corps, de ne pas avoir les clés pour ouvrir la porte de la communication. Il sent l'urgence de la situation, il sait ce qu'il faut faire, mais le poids de l'habitude, le poids des regards, le poids de la moquerie et de l'invisibilité est une force qui l'écrase. Le silence qu'il maintient n'est pas un choix, mais une prison qu'il n'a pas le courage de briser, car il sait d'expérience que le monde n'est pas prêt à entendre ce qu'il a à dire. Ce contraste entre son monde intérieur si riche et le monde extérieur si pauvre en compréhension est la tragédie de sa vie. C'est une lutte constante, une guerre silencieuse qu'il mène chaque jour contre l'incompréhension et l'invisibilité. Il aimerait qu'on le voie, qu'on l'entende, qu'on le comprenne, mais il sait aussi que c'est une bataille perdue d'avance. Le monde du tribunal, avec ses codes, ses règles, ses procédures, est le reflet amplifié de son quotidien. C'est un lieu qui a étouffé sa voix, sa singularité, et qui le pousse à se replier encore plus sur lui-même. C'est dans ce contexte de solitude et de tension que la situation va atteindre un point de rupture, un moment où la réalité le poussera à agir, à briser ce mur de silence et d'invisibilité qu'il a lui-même construit pour se protéger. La panique des adultes se transforme en une accusation implicite. Un des avocats, pressé par le temps et la gravité de la situation, désigne Raphaël d'un regard excédé à sa mère. Il est en train de s'endormir. On est en pleine urgence. Il ne peut pas se tenir droit 2 minutes. La mère, les joues rouges de honte et d'embarras, tente de murmurer une excuse, de justifier l'immobilité de son fils. Mais la scène est sur le point de basculer dans le conflit ouvert. L'huissier, la figure contractée par la tension, se retourne vers le garçon et s'adresse à lui d'une voix forte et irritée. « Tu pourrais au moins faire preuve d'un peu de respect. C'est un homme à terre. Arrête de gigoter et regarde. » Il n'y a pas de malice dans ces mots, juste une lassitude exaspérée, une totale incompréhension face à ce qu'il perçoit comme de l'impolitesse et de l'insensibilité. L'accusation lancée devant toute l'assistance est un couteau dans le cœur de la mère et une flèche dans l'esprit de Raphaël. Le malaise est palpable. Toute l'attention, qui était jusque-là tournée vers le juge, se déplace vers l'enfant. Les têtes se tournent, les regards se font plus durs, plus accusateurs. La mère, submergée, ne parvient pas à se défendre. Elle prend la main de son fils pour le faire taire, pour le faire disparaître. Mais Raphaël ne veut pas se cacher. Il ressent l'injustice de la situation. On lui demande d'être une personne qu'il n'est pas, de faire semblant de s'affoler pour ne pas être jugé. Il a déjà analysé la situation du juge, a déjà trouvé la bonne solution, mais on l'humilie pour son silence. La douleur de l'incompréhension et de l'invisibilité se mue en une rage silencieuse, une révolte intérieure qui va trouver son exutoire. C'est l'étincelle qui va transformer l'observateur en acteur, le spectateur en héros. Un avocat agacé par le spectacle s'approche du garçon et se baisse à sa hauteur, comme s'il s'adressait à un enfant en bas âge. Il murmure d'une voix condescendante « Allez, mon grand, on va t'aider à sortir. Laisse les grandes personnes s'occuper de ça. » Cette phrase, anodine en apparence, est la plus grande des humiliations. Elle nie son existence en tant qu'être intelligent, en tant que personne capable de comprendre la gravité de l'instant. C'est la dernière goutte qui fait déborder le vase de sa résilience. Le regard de Raphaël, habituellement fuyant, se fixe sur l'avocat. Un regard intense, une connexion visuelle qui surprend son interlocuteur. L'enfant n'est plus dans sa bulle. Il est dans le moment présent, et il va le faire savoir. Face à la panique désordonnée des adultes, l'humiliation est un point de non-retour. Les adultes ont échoué. Leur manque de connaissances, leur peur et leur incapacité à communiquer avec l'enfant ont mené la situation dans une impasse. C'est un moment de vérité où le silence et l'immobilité de l'enfant sont mis en opposition avec l'agitation stérile des adultes. La scène est une critique sociale qui montre à quel point les codes sociaux, les préjugés et les conventions peuvent être dangereux et aveuglants. Le juge est à terre, mais c'est l'enfant qui est jugé. Le public a pitié, a honte, il est mal à l'aise, mais personne n'a la force d'intervenir et de défendre l'enfant. Il est seul face à ce mur d'incompréhension, et il doit le briser pour sauver l'homme qui gît à terre. La mère de Raphaël, les larmes aux yeux,
murmure à son fils de ne rien dire, d'attendre que tout passe. Elle a peur qu'il dise une bêtise, qu'il fasse un geste déplacé qui aggravera la situation. Elle le connaît et elle sait que dans ces moments de tension, il se replie sur lui-même et que tout contact devient difficile. Elle est prise entre son instinct de le protéger et la honte d'être jugée en public pour l'attitude de son fils. Elle ne voit pas, elle ne peut pas voir, que ce n'est pas le moment de la peur, mais le moment de l'action. Sa main se crispe sur celle de son fils, comme pour l'ancrer à la chaise, comme pour l'empêcher de s'envoler. C'est dans ce moment précis, où le silence de la mère et la pression des adultes s'unissent pour le forcer à l'immobilité, que Raphaël fait un choix. Il comprend que s'il ne fait rien, l'homme mourra, et que le monde continuera de le percevoir comme un enfant indifférent et sans émotion. La douleur de son humiliation est trop forte. Elle lui donne la force d'agir. Il lâche la main de sa mère, se lève lentement et s'avance vers le juge, sous le regard médusé de toute la salle. Sa démarche est assurée, et il est le seul à ne pas avoir peur. C'est la fin de l'attente, la fin du silence. C'est le moment où le héros silencieux va révéler son talent. Raphaël avance avec une détermination tranquille qui contraste violemment avec l'agitation qui l'entoure. Il se dirige vers le juge, son regard fixé non pas sur le visage de l'homme, mais sur l'ensemble de son corps, ses gestes désordonnés. Les adultes tentent de le retenir, de lui barrer le chemin avec des non-non chuchotés. Des mains tendues pour le repousser, mais il les esquive avec une agilité inattendue. C'est l'huissier, la figure d'autorité la plus proche de l'action, qui tente de l'arrêter. Il le saisit par l'épaule et murmure d'une voix grave « Reste à ta place, gamin. C'est pas le moment de jouer. » Raphaël, pour la première fois de sa vie, ne se soumet pas. Il se dégage de la poigne de l'homme, le regardant avec une intensité qui force l'huissier à lâcher prise, interloqué. C'est le premier geste de rébellion, la première affirmation de sa volonté. Il ne répond pas, il ne crie pas, il agit. Arrivé aux côtés du juge, il s'accroupit et son visage, habituellement fermé, se métamorphose en une expression de concentration extrême. Il ignore totalement les bruits des chaises qui s'entrechoquent, les voix qui s'élèvent, le murmure de la foule qui s'amplifie. Sa mère, à bout de force, est en train de s'effondrer en larmes. Pour elle, c'est une humiliation de plus, une confirmation que son fils est incontrôlable, un poids. Mais Raphaël ne l'entend pas. Il ne sent pas sa propre peur. Il ne pense pas, il se souvient. Sa main, d'une douceur inattendue, se pose sur le front du juge puis sur son cou, à la recherche de la carotide. Il ne se laisse pas distraire par l'agitation qui règne autour de lui. Il est dans un état d'hyperfocalisation où le monde extérieur n'existe plus et où seule la mission qu'il s'est assignée a de l'importance. Le silence de la foule est soudainement brisé par la voix, encore incertaine, de Raphaël. Il ne s'adresse pas aux autres, mais à lui-même, comme s'il récitait une litanie, une formule magique. Il murmure les étapes à suivre, les mots techniques qu'il a appris en regardant des documentaires sur YouTube. Pouls, vérification, bouche ouverte, désobstruction, compression. C'est un murmure qui porte, qui résonne dans la salle et qui peu à peu fait taire la confusion ambiante. L'avocat qui l'avait humilié quelques instants plus tôt s'approche, curieux, intrigué par l'assurance de ce petit garçon. Il se rend compte que Raphaël a un savoir qu'il ne connaît pas, qu'il ne possède pas, un savoir qui est en train de sauver une vie. Le geste est d'une précision déconcertante. Le garçon desserre la cravate du juge d'une main experte et avec l'autre, il applique le protocole appris pour libérer les voies respiratoires. Il positionne la tête de l'homme, inclinant son menton vers le haut avec une douceur et une fermeté qui surprennent les témoins. Les adultes, d'abord sceptiques, commencent à observer, à analyser. Ce n'est pas le geste d'un enfant, c'est le geste d'un expert, d'un professionnel. C'est un ballet technique, un enchaînement de mouvements précis qui contraste avec la maladresse de leur propre tentative. Le contraste entre le chaos initial et la précision de son action est le point de bascule émotionnel. L'huissier, la bouche entr'ouverte, se rend compte de son erreur, de l'injustice qu'il vient de commettre. L'avocat, qui l'avait traité de gamin, regarde, fasciné, la main de l'enfant qui pratique un massage cardiaque avec la pression et le rythme qu'il faut. Il compte, lui aussi en silence, les compressions thoraciques,
se rendant compte que l'enfant suit un protocole qu'il ne connaît pas. La mère, les larmes aux yeux, ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne voit qu'un miracle, un mystère. Son fils, qu'elle pensait incapable d'agir, est en train de sauver un homme d'autorité, qu'il avait si souvent jugé sans même le connaître. C'est la plus belle des révélations, le plus grand des rebondissements. Raphaël ne s'arrête pas. Son regard est fixé sur le visage du juge, qui reprend d'un coup une respiration régulière, profonde. Il ne dit rien, il ne fait aucun geste triomphant. Sa mission est accomplie. Il se relève toujours dans le silence et retourne à sa place, comme si rien ne s'était passé. La salle d'audience est muette, suspendue à ce moment de grâce. Il est revenu à sa place d'invisible, comme si son action avait été un secret entre lui et le juge. Le public, les avocats, les huissiers sont tous sous le choc. Le héros silencieux a agi, et sa seule récompense est le retour à l'anonymat, à son monde de solitude, mais un anonymat qui n'est plus le même. Quelque chose, dans la salle d'audience, vient de changer pour toujours. Un silence pesant s'installe dans la salle, un silence bien différent de celui qui régnait avant. Ce n'est plus un silence d'ordre et de protocole, mais un silence de choc et de gêne. Les témoins, les avocats et l'huissier se regardent, les yeux écarquillés, ne sachant pas comment réagir. L'incrédulité se mêle à une forme de respect naissant, teinté d'une culpabilité sourde. Le bruit de la respiration du juge, faible mais régulière, est le seul son audible, le seul rappel de l'action qui vient de se dérouler. Raphaël est retourné s'asseoir, son regard de nouveau perdu dans le vide, sa main tordant le bouton de sa chemise. Il est de nouveau l'invisible, mais il est un invisible qui a sauvé une vie, et tout le monde le sait. Les regards des adultes sur lui ne sont plus empreints de pitié ou de condescendance, mais d'une interrogation troublée. L'avocat qui l'avait humilié quelques minutes plus tôt baisse la tête, les joues rougies par la honte. Il se rend compte de la cruauté de ses mots et de l'aveuglement de son jugement. Il a vu l'enfant, qu'il pensait incapable de rien, faire preuve d'un sang-froid et d'une expertise que lui-même n'avait pas. Il ne sait pas comment s'excuser, comment réparer son erreur. Ses mots sont coincés dans sa gorge, et il ne peut qu'admirer de loin la dignité de ce garçon qui n'a rien demandé, rien réclamé. L'huissier, lui, s'approche de l'enfant, non pas pour l'interpeller, mais pour le regarder. Son regard est plein de remords, d'une sorte de déférence qui n'a rien à voir avec son rôle. Il observe la mère du garçon, qui a le visage baigné de larmes. Des larmes qui ne sont plus de honte, mais de fierté. La mère de Raphaël, qui était au bord de l'effondrement, a les yeux fixés sur son fils. Elle le regarde comme si elle le voyait pour la première fois. Elle avait toujours su qu'il était spécial, qu'il possédait une intelligence particulière, mais elle n'avait jamais pu en mesurer l'ampleur. Elle se rappelle les heures passées à regarder des documentaires, les dessins d'anatomie, les manuels d'infirmières consultés en secret. Elle voit dans le geste de son fils non pas un hasard, mais le résultat d'un travail acharné et d'une passion secrète. Elle comprend l'injustice de la situation, la violence des mots de l'huissier et de l'avocat, et elle se rend compte que son fils a fait preuve d'un courage et d'une force intérieure qu'elle n'avait pas. L'atmosphère de la salle d'audience a totalement changé. Ce lieu de jugement, de rigueur et de hiérarchie est devenu un lieu de doute et de remise en question. Le pouvoir n'est plus dans le code, dans la procédure, mais dans le savoir, dans la précision du geste et la justesse de l'action. Les avocats se murmurent à l'oreille, se posant des questions qu'ils n'auraient jamais osé se poser avant. Comment a-t-il su? D'où vient cette connaissance? Ils ne voient plus un enfant bizarre et inattentif, mais un surdoué, un génie. Les préjugés se fissurent, les certitudes s'effondrent. Le silence est un moment de relecture où chacun repense à ses propres jugements, à ses propres a priori. Le public, d'abord paniqué puis choqué, commence à regarder le garçon avec une admiration silencieuse et respectueuse. La situation est riche de non-dits. L'enfant n'a rien demandé, il n'a rien expliqué. Il a agi, et c'est son action qui a parlé pour lui. Il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres, il n'a pas besoin d'être félicité. Son seul besoin est d'être compris, d'être respecté pour ce qu'il est, et son geste a atteint ce but. Il a montré au monde sans un mot, sans une once d'émotion superflue, que son cerveau fonctionne différemment,
mais qu'il fonctionne avec une logique et une intelligence que les autres ne possèdent pas. Son silence, sa passivité apparente, était en fait un signe d'une intelligence en sommeil qui s'est réveillée au bon moment. L'injustice a été corrigée par l'action, le préjugé par la connaissance. Ce moment est un tournant émotionnel pour tous les personnages. L'huissier, l'avocat, la mère, le public ont tous été témoins d'un miracle. Ils ont été les témoins de la force de la neurodiversité, de la richesse de l'intelligence non verbale. Ils ont appris, à travers l'action d'un enfant de 12 ans, qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Ils ont vu un enfant qu'ils pensaient sans cœur, faire preuve d'une empathie et d'une compassion que leur propre panique et leur propre peur leur avaient enlevée. Le silence et la gêne sont des signes de leur prise de conscience, de leur honte. Le regard sur l'enfant n'est plus le même, et quelque chose, dans la salle d'audience, s'est brisé pour laisser la place à un début de respect. La tension dans la salle est brisée par le son d'une sirène lointaine qui se rapproche de plus en plus forte. L'huissier, la figure encore embarrassée, se retourne vers Raphaël. Il ne lui dit rien, ne le félicite pas, mais il fait un geste symbolique. Il se dirige vers sa propre chaise, un siège d'autorité imposant et fait de bois noble, et il la pousse légèrement vers l'avant, en direction de l'enfant, comme pour lui donner plus de place. C'est un geste minime, un ajustement d'espace qui dit tout. C'est un signe de respect, un signal qui montre que l'ordre ancien a été brisé et qu'une place, une véritable place, a été faite à celui qui était auparavant invisible. C'est la première reconnaissance, la première main tendue, qui n'est pas exprimée par des mots, mais par une action concrète et silencieuse. L'avocat qui avait humilié Raphaël se dirige vers sa mère. Il ne l'aborde pas, il ne lui parle pas. Il pose simplement sa main sur l'épaule de Raphaël, une main lourde et respectueuse, et il la serre doucement. C'est un contact physique qui n'est pas intrusif, mais qui dit tout le remords et l'admiration qu'il ressent. Il baisse la tête, une expression de honte sincère sur son visage, et il murmure, d'une voix presque inaudible, un simple « merci ». C'est la reconnaissance de la valeur de l'enfant, la reconnaissance du fait que son silence, son immobilité, sa différence sont en fait une force, une source de connaissance. Il ne demande pas de pardon, il exprime sa gratitude pour une vie qui a été sauvée. C'est une confession, une acceptation de son erreur, une capitulation devant l'évidence du génie. Le juge, qui commence à reprendre ses esprits, est pris en charge par l'équipe des pompiers qui vient d'arriver. Il est conscient. Il regarde autour de lui, son regard s'arrête sur le visage de Raphaël, le seul visage qui ne soit pas en train de s'agiter. Le juge ne se souvient pas de tout, mais il se souvient d'une main, d'une voix, d'un geste précis, et il comprend. Son regard sur l'enfant n'est pas un regard de pitié ou d'étonnement, mais un regard de reconnaissance, de respect et de gratitude. Il n'a pas besoin d'un récit pour comprendre ce qui s'est passé. Il a ressenti l'action du garçon. Il a senti le protocole appliqué par une main d'expert. Il n'a pas besoin de mots pour comprendre que c'est ce petit garçon qui l'a sauvé. La mère de Raphaël, qui était au bord de l'épuisement, reçoit un sourire de l'huissier, un sourire de complicité et d'admiration. Il lui fait un petit signe de la tête, un geste qui dit « Votre fils a été un héros ». Elle n'a plus honte, elle est fière. Elle regarde son fils et elle le voit d'une manière différente, non pas comme un fardeau, mais comme une source de fierté et de force. Elle se rend compte de la puissance de son enfant, de la richesse de son monde intérieur qu'elle avait si souvent banalisé. C'est une reconnaissance silencieuse, mais une reconnaissance qui a plus de valeur que toutes les paroles. Le silence de la salle d'audience est désormais un silence de respect, une sorte de trêve symbolique. Raphaël ne réagit pas à ces marques de respect. Il ne les comprend pas, ou du moins, il ne les cherche pas. Son monde intérieur est toujours le même. Sa logique n'a pas changé. Il a fait ce qu'il avait à faire, sans attendre de remerciements. Il a agi par besoin de résoudre un problème, par passion pour le corps humain et par désir de rétablir un ordre. Il ne sourit pas. Il ne répond pas aux marques d'admiration qui se dessinent autour de lui. Il reste dans sa bulle, mais sa bulle est devenue un lieu de respect. Le changement n'est pas en lui, il est dans l'environnement. Le changement symbolique est là, dans le regard des autres, dans la modification de leur posture, dans le silence admiratif qui a remplacé le chaos. L'invisibilité a été brisée, non pas par des cris,
mais par une action précise et efficace. La justice a été faite, non pas par un tribunal, mais par un geste. C'est la reconnaissance du génie silencieux, du héros qui agit dans l'ombre. Le respect, l'admiration, la gratitude ne sont pas exprimés par des paroles, mais par des gestes. Et pour Raphaël, ce sont les gestes qui parlent le plus fort. Il n'a pas gagné la partie, il a juste ouvert la porte, et ce petit geste a changé le monde autour de lui. Le retour à la maison est un moment de repli et de silence, un contraste saisissant avec l'agitation qui régnait au tribunal. Raphaël marche à côté de sa mère, sa main dans la sienne. Ce contact, qui était auparavant rare et fugace, est maintenant ferme et rassurant. Sa mère ne dit rien, elle n'a pas besoin de mots. Elle ressent une vague d'émotions contradictoires. La fierté de l'action de son fils, la peur de l'humiliation qui a précédé, la culpabilité de n'avoir pas compris plus tôt, et un amour immense qui se manifeste par son silence et la force de sa prise. Raphaël, lui, est dans un état de grande fatigue. L'hyperfocalisation a pompé toute son énergie. Il est silencieux, épuisé, mais apaisé. Il a accompli sa mission, et ce sentiment de complétude est un baume pour son âme. Arrivé à la maison, un petit 2 pièces exigu, le silence continue. La mère prépare un thé, le laissant se reposer dans sa chambre, son refuge. La chambre de Raphaël est une bulle d'ordre dans un appartement modeste. Ses livres de sciences sont empilés avec soin, ses dessins d'anatomie sont punaisés sur le mur, et son ours en peluche, son patient silencieux, est posé avec soin sur son lit. Raphaël s'allonge sur son lit, le corps alourdi par la fatigue, et il sent l'apaisement d'être enfin dans son monde. Il ne pense pas à ce qui s'est passé, il ne repense pas à l'humiliation ou à l'admiration. Il est simplement dans un état de sérénité, de calme après la tempête. Son geste a eu un sens, il a été utile, et cela suffit à son cœur pour trouver un certain réconfort. Sa mère entre dans la chambre avec une tasse de thé à la camomille. Elle s'assoit sur le bord du lit, et pour la première fois de la journée, elle brise le silence. Sa voix est douce, fragile. « J'ai eu honte pour toi, Raphaël, tu sais. Quand ils t'ont parlé... » Elle ne termine pas sa phrase, la gorge serrée par l'émotion. Elle a besoin de lui dire la vérité, de lui confesser son impuissance, sa peur, mais elle n'y parvient pas. Raphaël, pour la première fois, la regarde dans les yeux. Il ne dit rien, mais son regard est un aveu de pardon, une compréhension silencieuse qui n'a pas besoin de mots. Il sait que sa mère a souffert pour lui, qu'elle s'est sentie démunie, et il ne lui en veut pas. L'empathie, cette capacité qu'on lui refusait, est là dans son regard. La mère, émue par la réaction de son fils, se met à lui raconter son propre travail à l'hôpital. Elle parle de ses patients, de ses difficultés, de la passion qui l'anime. Elle lui raconte les protocoles qu'elle doit appliquer, les gestes précis qu'elle doit faire. Elle lui parle de la beauté du corps humain, de la complexité du vivant, de la fragilité de la vie. Pour la première fois, elle ne lui parle pas comme à un enfant, mais comme à un collègue, un père qui partage sa passion. C'est une conversation intime, un moment de partage qui n'aurait jamais pu exister si Raphaël n'avait pas agi. C'est la reconnaissance du talent de son fils, la compréhension de la richesse de son monde intérieur. Elle voit en lui non plus un problème, mais une force. Raphaël écoute sa mère, absorbé par chaque mot. Il lui pose des questions précises sur le cœur, sur la circulation sanguine, sur le fonctionnement du cerveau. Il n'est pas bavard, il est curieux, avide de connaissances. Il ne parle pas de l'humiliation qu'il a subie, ni de l'admiration qu'il a suscitée. Il est dans le présent, dans le partage d'une passion qui les lie tous les deux. Ils se sentent enfin compris, enfin écoutés, enfin reconnus. Sa mère, en lui parlant de son travail, lui a ouvert une porte vers le monde des adultes, vers le monde de la reconnaissance. C'est un moment de bonheur simple et pur, un moment d'apaisement qui lui fait comprendre que le monde n'est peut-être pas aussi hostile qu'il le pensait. La nuit tombe sur l'appartement et le silence est apaisant. Raphaël est dans son lit et il ne tord plus le coin de sa chemise. Sa mère, assise à côté de lui, veille sur son sommeil. Il dort d'un sommeil profond, un sommeil sans angoisse, sans peur, un sommeil d'enfant qui a la certitude d'avoir fait quelque chose de bien.
Le geste du tribunal a eu un impact profond sur sa vie. Il a ouvert une brèche dans le mur d'incompréhension qui l'entourait. La douleur de l'isolement est encore là, mais elle est moins forte. La solitude intérieure est moins pesante. Quelque chose à l'intérieur de lui a changé. Il n'est plus seulement l'enfant invisible et silencieux, il est aussi le héros qui a sauvé une vie, et cette nouvelle identité est une source de réconfort et de force qui lui permettra d'affronter l'avenir. Le lendemain, le changement se manifeste d'abord dans l'environnement le plus immédiat de Raphaël. À l'école, le proviseur, un homme qui ne s'était jamais vraiment intéressé à lui, se présente dans la classe et demande à le voir. C'est un moment de tension. Les autres élèves le regardent, curieux, et Raphaël sent la pression monter. Le proviseur ne le sermonne pas, il ne lui reproche rien. Il lui parle d'une voix nouvelle, une voix de respect. Il lui demande comment il se sent, lui pose des questions sur ses passions, sur la médecine. Il lui propose un aménagement, non pas pour l'aider à s'intégrer, mais pour lui donner la liberté de s'épanouir. Il lui propose de passer 1 heure par jour à la bibliothèque, à lire des ouvrages scientifiques et des livres de médecine, un espace où il pourra cultiver son talent. Ce geste du proviseur est une graine de transformation. Il montre que l'institution, d'abord rigide et oppressive, est capable d'évoluer, de s'adapter, de voir au-delà des apparences. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une prise de conscience. L'action de Raphaël a contraint le système à se remettre en question, à repenser sa manière de voir l'intelligence et la différence. Le proviseur, en lui offrant cet espace de liberté, ne fait pas seulement preuve de compassion. Il fait preuve de pragmatisme. Il a compris que l'intelligence de Raphaël est une richesse qui ne doit pas être étouffée, mais encouragée. La graine est semée, et elle va germer lentement mais sûrement dans l'esprit des adultes. Dans la cour de récréation, les regards sur Raphaël ne sont plus les mêmes. Les enfants qui l'évitaient et qui le moquaient ne l'approchent toujours pas, mais leur attitude a changé. Ils ne rient plus, ils ne le bousculent plus. Ils l'observent, intrigués, impressionnés. Un petit groupe de garçons, ceux qui jouaient au football, se murmurent à l'oreille, le désignant du regard. Un des garçons, un grand blond, le plus populaire de la classe, se lève, et au lieu de le moquer, il le salue d'un signe de la tête, un geste simple, un signe de respect d'égal à égal. Raphaël, d'abord surpris, répond par un hochement de tête. C'est un dialogue silencieux, un échange qui dit plus que 1000 mots. La solitude n'est pas encore finie, mais l'isolement a commencé à se fissurer. La mère de Raphaël reçoit un appel du juge. Il ne l'appelle pas pour la remercier, ou pour la féliciter, mais pour lui proposer un rendez-vous. Il a besoin de comprendre, de savoir d'où vient cette intelligence, cette force, cette précision. Il lui pose des questions sur Raphaël, sur son autisme, sur sa passion pour la médecine. C'est le début d'un dialogue, d'une conversation qui n'est plus dans le jugement, mais dans la curiosité, l'écoute et le respect. Le juge, qui était l'incarnation de l'autorité et de la rigidité, est devenu un élève, un homme qui cherche à apprendre et à comprendre. Il n'est plus le bourreau, il est le disciple, le témoin d'une intelligence qui a changé sa vision du monde. La communauté, à petite échelle, commence à s'ajuster. Les parents des autres enfants qui ont été témoins de la scène du tribunal ont commencé à en parler. Ils racontent l'histoire du petit génie qui a sauvé un homme. L'histoire se répand, s'amplifie, et le regard sur l'enfant change. Raphaël n'est plus l'enfant bizarre et inattentif, il est l'enfant courageux, le héros silencieux. Le regard des gens sur lui n'est plus un regard de pitié ou de gêne, mais un regard de respect et d'admiration. Il est un symbole de la force de l'intelligence non conventionnelle, un héros malgré lui. Les graines de la transformation sont semées. Rien n'est résolu. La vie de Raphaël ne va pas devenir un conte de fées. Il aura toujours ses difficultés, ses angoisses, ses moments de solitude. Mais le monde autour de lui a changé. Il n'est plus un mur infranchissable, mais un lieu de possible. L'invisibilité a été brisée et la reconnaissance a commencé. Ce changement est fragile. Il devra être cultivé, entretenu, mais il est là, présent, et il est la plus belle des victoires pour l'enfant et pour sa mère. L'espoir est là, dans le regard du proviseur, dans le signe de la main du garçon de la cour, dans l'appel du juge. L'avenir de Raphaël n'est plus une impasse, mais une porte entr'ouverte. Le soleil se lève sur la ville, un soleil de fin d'été qui inonde la façade de l'immeuble. La vie a repris son cours.
Le tribunal est de nouveau un lieu de jugement, mais quelque chose dans les couloirs, dans les conversations des avocats et des juges, a changé. Le nom de Raphaël n'est pas prononcé à voix haute, mais il est dans tous les esprits. Il est la référence silencieuse, l'exemple de ce que l'intelligence peut être quand elle est délivrée de ses chaînes. L'histoire s'est répandue, déformée, embellie, mais l'essence reste la même. Un enfant invisible a sauvé la vie d'un homme d'autorité, en démontrant une forme de savoir que personne n'avait su reconnaître. La lutte contre les préjugés n'est pas terminée, mais elle a gagné une bataille importante. Le mur de l'incompréhension a une fissure, et c'est par là que la lumière peut passer. Raphaël est de retour à l'école. Il est toujours assis un peu à l'écart, à sa place. Son visage est toujours aussi impassible, mais il ne se balance plus doucement. Son corps, ses gestes ont gagné en assurance. Il a compris qu'il n'avait plus besoin de se cacher, de se protéger. Il est là, visible, et sa présence est un rappel constant de sa force. Les autres élèves le regardent, le respectent, le craignent peut-être un peu, mais ils ne le moquent plus. Son isolement n'est plus une punition, mais une sorte de privilège. Il est devenu l'enfant que l'on ne comprend pas mais que l'on respecte. C'est une solitude différente, une solitude qui n'est plus synonyme d'abandon, mais de force. Un après-midi, il est assis dans son coin préféré de la bibliothèque. Il est plongé dans la lecture d'un traité de neurologie, le front plissé de concentration. Le proviseur entre, le regarde, et au lieu de le déranger, il s'éloigne discrètement, refermant la porte derrière lui. C'est le respect ultime, le respect du silence et de la concentration. Il lui a donné les clés du savoir et il sait qu'il n'a plus besoin de le surveiller. Raphaël est libre de s'épanouir. Il a la chance d'avoir trouvé un adulte qui a su voir au-delà des apparences, qui a su comprendre que le potentiel ne se manifeste pas toujours par des mots et des grands gestes. Il a trouvé un allié. Sa mère, en le regardant, sent son cœur se gonfler de fierté. Elle ne s'excuse plus, elle ne se justifie plus. Elle se bat pour lui, pour son droit d'être lui-même, et elle est fière de le faire. Elle a compris que l'intelligence de son fils est une richesse, et non un fardeau. Elle se sent moins seule, moins démunie. Elle a trouvé une force en elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Le combat continue, mais la victoire d'un jour a donné à sa famille la force de se battre pour l'avenir. Il n'y a pas de fin heureuse, il y a une fin pleine d'espoir. Le scénario se clôture sur une image symbolique. Raphaël, dans la cour de récréation, se penche et ramasse une fourmi. Il ne la regarde pas, il l'observe. Il observe la perfection de son corps, la complexité de ses mouvements, la force de son organisation. Il la dépose délicatement sur un mur, un peu plus loin, pour la protéger d'une chaussure qui aurait pu l'écraser. C'est un geste d'une infinie douceur, un geste d'empathie pure, de protection. L'enfant qui était vu comme un être sans cœur a fait preuve d'une compassion que personne n'avait perçue. C'est un geste qui dit tout, qui résume l'histoire. L'histoire de Raphaël n'est pas une exception. Elle est une réalité pour beaucoup d'enfants neurodivergents. C'est la réalité de l'injustice, de l'incompréhension, du silence, mais c'est aussi la réalité de la force, de la résilience et de l'espoir. Tout n'est pas résolu. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain. Mais une porte a été ouverte, et la lumière peut passer. La fin est fragile, mais elle est réelle. La reconnaissance a commencé, et c'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière d'être. La lutte continue, mais quelque chose a changé, et ce quelque chose est un espoir, une promesse pour l'avenir, une promesse pour tous ces héros silencieux qui ne demandent qu'à être vus,